Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On est dans les débats de Punchline. On va évoquer la situation en Ukraine tout d'abord. Nous sommes avec Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique. Bonsoir à Bonsoir, vous. Lance. Charles Consigny est là, avocat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi candidat aux législatives sous l'étiquette Union de la droite et du centre. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir, fondateur du site Atlantico, et Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. On commence par l'Ukraine avec Moscou qui hausse le ton après que la Finlande ait clairement exprimé son intention d'entrer rapidement dans l'OTAN. Cela représente assurément une menace pour la Russie, selon le Kremlin, qui promet des mesures en rétorsion si cette demande d'adhésion se poursuivait. La France, de son côté, affirme par le biais de l'Élysée soutenir pleinement le choix souverain de la Finlande. On voit que là, le ton monte à nouveau autour de cette question de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Ce serait un casus belli pour la Russie ou pas, Jean-Sébastien Ferjou? On va pas sur un scénario à l'Ukraine bis, parce que la Finlande avait un statut très à part, mais elle a une grande frontière commune avec la Russie. Oui, 1300 km de frontière commune avec la Russie, effectivement. Je ne crois pas que la Russie ait les moyens militaires de se permettre un nouveau casus belli. Donc maintenant que ça les mécontente, c'est une évidence. Ça fait longtemps que la Russie faisait savoir que si la Finlande et la Suède, d'ailleurs, parce que la Suède est concernée aussi, devaient rejoindre l'OTAN, ce serait considéré comme une ligne rouge, et notamment sur la dénucléarisation de la Baltique, parce que jusqu'à présent, la Russie s'était engagée à respecter justement la neutralité de la Baltique. Donc ça peut changer les équilibres, mais il y a beaucoup de choses qui changent très vite. Regardez l'accord qui a été signé hier entre le Royaume-Uni et la Suède, justement, accord de défense avec assistance mutuelle si l'un ou l'autre des deux pays sont attaqués. Les rapports changent très vite, et ils changent aussi selon un point de vue qui ne correspond pas toujours à celui qu'on a depuis Paris, et notamment quand Emmanuel Macron parle d'Europe de la défense, parce qu'on voit bien qu'il y a différentes visions qui s'opposent en Europe sur l'avenir, et que la vision française de l'Europe de la défense, en réalité, n'intéresse pas grand monde. Ce qui intéresse la plupart de nos alliés, ce sont soit des vraies alliances militaires, soit l'OTAN, mais pas une Europe de la défense. Absolument. Et on voit que et l'Allemagne et la France, Charles Consigny, se positionnent très clairement aux côtés de la Finlande. Est-ce qu'elle prend un risque, la Finlande, en réclamant assez vite, en fait, l'adhésion à l'OTAN? Non, je pense pas. Je pense au contraire qu'elle pousse son avantage. On a quand même le sentiment que cette invasion de l'Ukraine est une catastrophe pour les Russes, est une débâcle. D'abord pour les Ukrainiens. Pour les Russes. Non, mais je veux dire, par rapport à la décision qui a été prise par le pouvoir russe de faire cette guerre, elle se retourne contre eux d'une manière assez spectaculaire. On s'aperçoit qu'en fait, l'armée russe n'a pas les moyens qu'elle pensait avoir ou qu'elle prétendait avoir. On s'aperçoit que ce qui devait être un conflit rapide est en fait un conflit qui s'enlise, et on s'aperçoit aussi que finalement l'Ouest, l'Occident, se fait bloc contre cette invasion, que Biden, qu'on pensait cacochime, en fait se montre extrêmement vigoureux et avec beaucoup de poigne, et surtout il ne mégote pas dans ses décisions, il n'y a pas d'atermoiement, il y a une fermeté et un volontarisme chez Biden qui était sans doute, qui était un peu inattendu, et il y a des Russes qui sont un peu désemparés quant à la réponse qu'ils peuvent donner aux livraisons d'armes et de matériel par les Occidentaux, puisque autant si on envoyait des hommes, ils pourraient dire qu'on entre dans une guerre totale et répliquer très durement, autant le fait d'envoyer simplement du matériel les met dans une situation où ils peuvent pas réagir avec la même virulence qu'ils le feraient si on s'engageait davantage. Donc voilà, moi c'est ce que je retiens de ça, c'est ça. C'est aussi la force de l'OTAN. Il y a beaucoup de candidats, je crois que notamment Jean-Luc Mélenchon, dont on parle beaucoup en ce moment, et toute une frange de la classe politique française qui proposait la sortie du commandement intégré de l'OTAN, l'air de dire que la France n'avait rien à faire dans l'OTAN. Même Emmanuel Macron, il n'y a pas si longtemps, disait qu'il était en état de mort cérébrale. Bon, on s'aperçoit qu'en fait, l'OTAN fonctionne, et il fonctionne tellement bien qu'il donne envie à des pays qui se sentent menacés de le rejoindre. Donc, on pense évidemment aux Ukrainiens qui vivent les horreurs de la guerre. Il y avait récemment, on a commémoré récemment le 8 mai 45. Moi, je trouve qu'à ce moment-là, c'est à eux qu'on pensait. On doit les aider, mais on doit voir aussi que la réponse occidentale, finalement, elle ressort forte dans cette crise. Céline Pina, sur cette volonté de la Finlande d'adhérer à l'OTAN face à la menace russe. Ce qui est amusant, c'est qu'on a vraiment la phrase de Bossuet qui dit « les hommes pleurent les effets dont ils chérissent les causes ». C'est exactement ce qui est en train d'arriver à Vladimir Poutine, parce que cette demande est la réponse de l'agression de l'Ukraine
par les Russes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, la Pologne, la Hongrie, la Finlande, un certain nombre d'États baltiques sont terrorisés par ce qui est en train de se passer. Et ce qu'ils réclament, c'est plus de garanties de notre côté. Alors que paradoxalement, nous vivions comme un pouvoir extrêmement faible. Et aujourd'hui, le fait que l'Amérique ne recule pas, qu'elle envoie énormément de matériel, compense la faiblesse militaire de l'Europe et fait que finalement, les Finlandais, un certain nombre de pays, demandent à l'OTAN de les protéger. Quelque part, Vladimir Poutine a obtenu exactement l'inverse de ce qu'il cherchait. Et pourquoi aussi ces livraisons d'armes fonctionnent? C'est parce qu'on a les Ukrainiens sur place. Parce que pour battre les Russes, à un moment donné, on ne peut pas se contenter uniquement de drones ou de bombardements. Il faut des hommes et il faut y aller. Une ville, ça se gagne ou ça se défend quasiment à la baïonnette. Et les Ukrainiens sont là. Donc c'est vraiment une union pour lutter contre cette agression russe qui fonctionne très bien et qui est en train de démontrer que cette Europe qui était finalement méprisée par Vladimir Poutine se révèle. Alors, on a de grandes faiblesses. Il est évident que militairement, on est mis aussi, en face de nos limites. Mais dans l'idéal que nous portons, il y a encore des gens qui sont capables de mourir pour une certaine Europe. Pas l'Europe de Bruxelles, mais pour une idée de ce qui nous unit en tant que démocrates, en tant qu'amateurs de la liberté, etc. Et je trouve que ça a de l'allure. Je ne serais pas... Non, simplement, je vous laisse parler. Je ne veux pas... Mais simplement, pour moi, il n'y a pas de faiblesse de l'Europe sur le plan militaire. Si vous additionnez l'armée française et l'armée anglaise, qui malgré tout, malgré la sortie de l'Union, malgré la sortie de l'Union européenne, reste un grand pays européen, si vous additionnez ces deux armées, vous avez des armées qui sont extrêmement performantes. L'armée française, c'est une armée qui peut se déployer. Les rapports parlementaires ont montré qu'on pouvait tenir. Attendez, pas tous en même temps, on avait 2 semaines de munitions pour un conflit face à un conflit à haute intensité. On est incapable d'intervenir dans certains pays si on n'a pas le parapluie américain. On a du mal à ramener nos soldats du Mali parce qu'on n'a pas le matériel, ne serait-ce que les outils de transport, les avions de transport pour le faire, et qu'on a du mal à louer ces avions-là. Donc il faut regarder la réalité, et cette réalité, elle est portée réellement par toutes les interventions que font les chefs d'état-major quand ils sont interviewés au moment justement du budget de la défense, et ça expliquait certains langages. D'accord, mais Charles Contigny, c'est le réel. Non, mais c'est vrai ce que vous dites. Après, les chefs d'état-major, c'est leur job en quelque sorte, réclament toujours plus de moyens, plus de budget pour l'armée. Ça ne varie jamais d'un chef d'état-major à l'autre. Simplement, moi, j'aime bien aussi que parfois on dise ce qui marche quand même bien en France, et je trouve que notamment l'armée, ce qu'on a fait au Mali, ce qu'a fait l'armée française au Mali, sur un territoire absolument gigantesque, ce qu'elle a réussi à contenir d'islamisme, etc., ça a été une opération qui était quand même exceptionnelle. Donc on est sur le plan militaire. Certes, on peut toujours s'améliorer, il faut plus de budget, etc. Mais entre le nucléaire, la capacité de notre armée, c'est valable pour nous, c'est valable pour les Anglais. On n'est pas non plus à la remorque du monde, loin de là. Et on voit que nous, au moins, on a des sénateurs et des représentants de parlementaires qui disent la vérité, qui alertent quand il y a besoin. En Russie, vraisemblablement, il y a eu tout un discours officiel qui était très loin de la réalité. On va faire une toute petite pause. Je passe la parole dans un instant à ce sujet précisément, Tatiana Renard-Barzac. On verra ce qui se passe du côté de Mariupol avec cette résistance héroïque et désespérée des combattants ukrainiens. Visiblement, un accord a été trouvé avec Moscou pour évacuer un certain nombre d'entre eux qui sont blessés. Et on verra encore une fois que certains de ces militaires ukrainiens lancent un appel en direction du milliardaire américain Elon Musk. A tout de suite sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. Une circonscription.